j'écris en français et en tzigane, les deux, puisque je suis le seul au monde à avoir traduit la Bible en tzigane. Il n'y a pas eu d'avant moi, il n'y en a pas eu. De même que je suis le premier tzigane à avoir écrit des livres. Ça veut dire que je suis le premier écrivain de tzigane de langue française. Mon père a commencé à écrire en français. C'était la langue du pays dans lequel il vivait et il voulait se faire lire et comprendre. Donc, c'est pas les Roms qui auraient lu ses ouvrages. Il était très conscient que c'était les Gadgets qui liraient ses livres. Donc, il fallait que ça soit écrit en français. Ça se passait dans les Balkans ou l'Europe de l'Est, la Russie, souvent la Russie d'où sa famille venait. Hein. Donc, il se servait des récits qu'il avait entendus de sa famille pour élaborer ses histoires, ses romans. Matteo a écrit son premier roman, Les Ursitori. Il avait 19 ans. Le roman n'est paru qu'après la guerre en 1946. Et c'était la première fois que mon père écrivait. Et il n'a jamais arrêté d'écrire depuis là. Et c'était une vocation. Il a découvert lui-même qu'il savait écrire, quoi. Voici chose étonnante qu'un gitan est étudiant à l'université de Paris. Et fait plus étrange encore, l'un d'eux est devenu écrivain et signe aujourd'hui son premier livre. Matteo Maximov, c'était un homme important, c'était très important, et c'était un homme de lettres, et c'était un poète. Alors, c'était un homme qui comprenait assez fort le français, parlait très bien le français, mais il parlait aussi les deux langues, il parlait. Il parlait le manouche, parce que sa mère c'était une manouche, et il parlait le rom, parce que son père était rom. Il écrivait un français correct, assez élémentaire, il n'y avait pas une recherche littéraire, je veux dire, ce n'était pas Chateaubriand, hein, c'était pas... mais c'était un français qui avait une couleur, un accent particulier, qui était dû à certains mots qu'il utilisait, qui étaient des mots qui venaient du rom et qu'il introduisait dans notre langue, et aussi à un rythme de récit rapide. C'était comme si aucune phrase n'attendait l'autre, vous voyez. C'était ne s'attarder en route, il fallait être constamment, là aussi, en mouvement. Vous imaginez un petit Rom qui était chaudronnier, qui aurait jamais rien fait d'autre dans sa vie que chaudronnier en principe, et puis qui se retrouvait à la une de certains journaux, invité dans des émissions télé ou radio, qu'on recevait comme un monsieur important. C'était quand même... il avait de quoi être fier. Il avait de quoi être fier et il s'en cachait pas. Il était vraiment très heureux que ça marche pour lui. Donc j'ai commencé à savoir qu'il était connu quand il y a eu des journalistes et des photographes qui sont venus à la maison. Moi, à l'âge de raison, à peu près vers 6-7 ans, j'ai vu que mon père n'était pas traité comme les autres Roms avec qui on vivait. J'ai décidé d'écrire parce que quand j'étais enfant très jeune, je lisais énormément. Quelquefois, je lisais jusqu'à 500 pages par jour parce que je voulais m'instruire. Et je lisais surtout beaucoup de livres qui ont été écrits sur les tziganes. Par exemple, j'aimais beaucoup Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Et je me suis aperçu que tous les auteurs du 19e siècle, surtout en France, en Allemagne, en Italie et en Angleterre, ont écrit sur les tziganes, mais simplement, ils ont imaginé la vie tzigane sans la connaître. Alors, moi-même, j'ai dit, puisque je sais lire et écrire, que j'ai la chance de pouvoir faire quelque chose. Alors, je me suis dit, écoute, je vais écrire la vraie vie de tzigane, ce que j'ai fait.
Comment toi, Matteo, sachant à peine construire une phrase, ne parvenant que péniblement à déployer tes idées par l'écriture, sans connaissance convenable de l'orthographe, avec un vocabulaire modeste, sans bagage littéraire, sans mise en train, sans aide, prends-tu l'initiative de devenir écrivain? Quelle folie vient donc de te gagner? Quelle déraison a pu libérer cette vocation? Quelle audace stupéfiante il y a donc dans cette décision insensée de se jeter à l'eau, sans aucune préparation, et de saisir soudain l'écriture à bras-le-corps. Tu écris ton premier ouvrage comme on lance un cri. À l'époque, il ne militait pas encore vraiment pour les droits des Roms, mais c'était surtout, je pense, pour faire connaître la culture, faire savoir au monde des gadgets que les Roms, c'était pas seulement ce qu'on disait, mais qu'il y avait vraiment une culture, une vraie culture derrière. Il aimait beaucoup s'asseoir et, comme un conteur d'autrefois, raconter soit des histoires vraies entre guillemets, hein, soit des histoires qu'il inventait à partir d'histoires vraies que, par la suite, il mettait dans Le Prix de la Liberté ou d'autres de ses livres. Il était très conscient de sa romanité et il la défendait. Ça a été vraiment une figure importante dans l'histoire des Roms ou dans l'histoire des Gitans ou des Tziganes, comme on voudra, parce qu'il a assumé totalement sa personnalité. Mon père a toujours eu une religion. Il a toujours été très croyant depuis la naissance, depuis le moment où on peut être croyant. Et, avec un père orthodoxe et une mère catholique. Et puis est arrivé le mouvement évangélique tzigane, le mouvement évangélique qui est devenu tzigane. Un de ses cousins, Porthos, s'est converti et est devenu pasteur. Matteo, par curiosité, est allé le voir pour lui demander qu'est-ce qui se passe, quoi. Et ils ont eu de longues discussions et il a reçu la grâce divine. Il a eu vraiment une révélation divine. Avec lui existe un mentalité de la Belgique de voilà. Magam to kada pure puri de la texte qu'avait la lumière que tous en odeur que n'a du de la de lumière fait du tout en kasai saskari ça dit godi qui doit écrire n'a tout que de voilà dans le disco. Amen. Amen. Lui, il m'a toujours dit que Dieu lui avait parlé personnellement et lui a dit tu iras en tant que missionnaire à partir de maintenant convertir les Roms. Tita, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais soudain j'ai ressenti une étincelle dans mon cœur. Je suis sûr que c'est l'appel de Dieu. Cela m'a bouleversé, transformé. Du mur, j'ai vu, je dis bien, j'ai vu, une étincelle qui est sortie, et j'ai senti sa lumière dans mon cœur. Je ne dis pas que j'ai vu Dieu, face à face, non. Pourtant, quelque chose m'a envahi. Je prends ma décision. Désormais, à partir de cet instant, je lui appartiens corps et âme. Ma conversion à l'Évangile est certaine. Je réfléchissais depuis 1 an sur la manière dont je devais me donner à Dieu, me mettre à son service, lui consacrer le restant de mes jours. C'est fait. J'envisage de porter sa sainte parole partout où cela sera possible, surtout parmi les miens. Moi, je suis tzigane évangélique. Et ma mère était tzigane catholique. Et mon père était tzigane orthodoxe. Mais chez nous, on n'a jamais eu de guerre de religion. Du moment que nous croyons en Dieu, d'une façon ou d'une autre, que nous croyons sincèrement, nous le croyons. Mais pour nous, les tziganes, et nous sommes tous très, très respectueux de la parole de Dieu. Depuis 1952, le pasteur Clément Le Cossec, qui est le fondateur de l'église Vie et Lumière, a rencontré les gens du voyage à Brest. Au départ, ils sont 7 personnes. Et puis, Clément Le Cossec leur propose de venir écouter l'Évangile. Alors que je faisais des réunions dans une salle municipale, sont arrivés une trentaine de tziganes, désespérés. Parce qu'aucune communauté chrétienne voulait les recevoir. Ils ont été les oubliés de l'Église. Alors, l'un d'entre eux, âgé de 28 ans, Mans, me dit, puisque les pasteurs ne veulent pas nous baptiser parce que nous pratiquons le baptême par immersion des adultes, alors il me dit, voilà, je vais aller dans une rivière, je vais mettre ma Bible sur l'herbe, je ne sais pas lire, mais je sais qu'il est écrit, ce texte-là. Alors je baptiserai ma femme Pounette, et après Pounette va me baptiser, comme ça on sera sauvés. Mais voilà, la réaction sincère de ces gens-là m'ont amené à prendre une décision. Je ne peux pas abandonner des gens qui ont une foi aussi sincère. Sa vocation était véritablement d'être le pasteur
et celui qui amène l'évangile aux gens du voyage. Le pasteur Le Cossec, il est arrivé à la tête de la mission parce qu'il avait plein d'amour pour les tziganes roms. Et surtout, il a été choisi de Dieu. On l'appelait le prophète, l'apôtre, on l'appelait des tziganes. Je me suis attaché à ce peuple et j'ai découvert parmi ce peuple des hommes de grande valeur, des hommes intelligents, des hommes capables de mener leur mission. Et j'ai voulu justement instruire ces hommes pour qu'ils deviennent eux-mêmes capables de mener leur propre peuple dans le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui... C'est la première fois depuis que le monde est monde, quelque chose est à nous et dirigé par nous. Quand Clément Le Cossec, en 1972, a eu une idée, il a dit puisque les gens du voyage sont partis de l'Inde il y a environ 1000 ans, donc moi j'aimerais faire le chemin à l'envers. J'aimerais partir de l'Europe et aller retourner en Inde. Ils ont décidé de faire le chemin jusqu'en Inde en voiture. Quand il a proposé à Matteo de faire ce voyage, Matteo, lui, c'était plus qu'enthousiasmant pour lui. C'était les larmes aux yeux, c'était un accord spontané, c'était tout de suite on y va, je fonce, je veux voir d'où viennent mes racines, je veux y aller. Partout où il passait, il pouvait parler de Jésus-Christ dans sa langue maternelle à Matteo. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire pour lui. Il a vu en Matteo un petit quelque chose, il a vu briller quelque chose, une petite flamme dans son cœur ou dans son œil, peu importe. Nous, on dirait que c'est dans l'œil qu'il l'a vu, mais Dieu a vu cette flamme dans son cœur. Et donc, je pense que Clément Le Cossec l'a vu aussi. Quand mon père s'est converti, qu'il est devenu chrétien et en plus pasteur, ma mère a très mal supporté la chose. Elle avait épousé un tzigane, elle n'avait pas épousé un pasteur. Ma mère était fantasque et prise de liberté, et là on lui disait il faut plus que tu fasses ci, il faut plus que tu fasses ça, tu es femme de pasteur, tu dois te tenir à ton rang. Donc ça a effectivement bouleversé notre vie quotidienne. Elle est partie en emmenant sa fille, ma demi-sœur Savina, et en me laissant moi à la garde de mon père. Je me suis donc retrouvée toute seule avec mon père, j'avais 12 ans. Lorsqu'elle a été privée de sa maman, Nouka s'est mise à son entière disposition. Elle a compris qu'elle est la fille d'un père qui sort de l'ordinaire. Un papa écrivain et pasteur, avec une œuvre, un travail, une mission à accomplir. Un papa en quête d'un sens à la vie en général et à la sienne propre, qui lui fait partager ses nombreux voyages. Ce dont il était le plus fier dans sa vie a été la traduction de la Bible en langage romani chaldérache. Ça, il s'y est attelé, il en a passé des heures et pendant des années. C'est un travail colossal qu'il n'a pas fait tout seul. Il a fait aussi en collaboration avec d'autres personnes. Mais je pense sincèrement que c'est ce dont il était le plus fier, en tout cas. Fier d'avoir enfin pu rendre accessible ce texte sacré à tous les Roms dans leur langue. C'était quelque chose d'extraordinaire pour lui. Il y tenait beaucoup. Il y avait quelques-uns parmi les tziganes qui savaient lire et écrire. Puis comme on avait des papiers à remplir, on allait voir le frère en question. Et puis il nous remplissait les papiers, et puis on était contents. Puis Matteo, souvent, il remplissait des papiers pour chacun d'entre nous. Mais bien plus tard, on a su la valeur de l'homme. Et c'était quelque chose. Et est-ce que vous lisiez, est-ce que par exemple il vendait ses livres quand il venait à des réunions c'est-à-dire, quand il arrivait vers les tziganes, eh bien, il vendait pas ses livres. Il les offrait. Et à l'époque, ça coûtait cher. Il écrivait ses livres
soit comme il était poète, ou soit comme il était l'homme de lettres. Il écrivait ses livres, alors il les donnait à celui qui savait lire, parce qu'il savait que s'il me donnait un livre à moi, je ne savais pas quoi faire avec. Dieu nous a donné des talents, parfois des talents cachés, parfois des talents visibles. Je n'ai jamais été à l'école de ma vie, puisque je suis un tzigane qui a toujours voyagé depuis sa naissance. Mais Dieu a fait que je sais lire et écrire. C'est un talent que Dieu m'a donné. Je l'avais mis au service de l'homme. Aujourd'hui, j'ai mis ce talent au service de Dieu. Retrouver une partie de l'Évangile qui parle de Jésus-Christ en Rome, c'est quelque chose de bouleversant. Matthéo, en traduisant une partie du Nouveau Testament, a été une pierre à l'édifice extraordinaire. C'est une pierre à l'édifice extraordinaire. Qu'on avait des rencontres, qu'on avait des missions, des études pastorales, Matthéo était là et puis moi j'étais là aussi. J'avais parlé avec Matthéo, je lui dis voilà, j'ai accepté le Seigneur, mais lui il connaissait déjà mon père, connaissait ma mère, il savait que mon père il s'avait converti, ma mère aussi. Et puis mais il dit est-ce que est-ce que tu es déjà baptisé? Ben je dis non, pas encore. Mais il dit on va spécialement te baptiser ce jour-ci. Et puis le soir ils ont fait donc des réunions et puis j'ai accepté de passer par les eaux du baptême. L'essentiel de la culture tzigane est véhiculé par voie orale, c'est-à-dire ne donne pas lieu à une culture écrite, que c'est une culture essentiellement orale. C'est exact, il y a quelqu'un qui a dit il n'y a pas longtemps, chaque fois qu'un vieux tzigane meurt, c'est une bibliothèque qui meurt avec lui. Oui. C'est vrai. Et c'est l'idée qu'on se fait en tout cas de la quand question. moi je serai morte, c'est plus qu'une bibliothèque, c'est une bibliothèque nationale tzigane qui meurt avec moi. Mais vous êtes encore très très jeune, Matthéo Maximoff, vous pouvez encore écrire une quantité impressionnante d'ouvrages. J'espère. Quand je venais le voir chez lui, il me disait, tu sais Nouka, tout ça, quand je serai plus là, ça sera à toi. Il faudra que tu t'en occupes. Lourde charge, je faisais pas trop attention, il était là, donc tant qu'il s'en occupait, ça me posait pas de problème. Et c'est après sa mort, quand j'ai débarrassé sa maison, que petit à petit, j'ai découvert des tas de choses et des trésors. Des trésors enfouis de Matthéo Maximoff. Mon Dieu, qu'est-ce que j'allais faire de tout ça? Alors sur le moment, j'ai pensé que c'était un cadeau empoisonné, parce que je ne voyais pas par quel moyen je pouvais valoriser ça. Je me souviens qu'un jour, un ami à qui je disais... je crois que mon père, il m'a fait un cadeau empoisonné. Et ça m'est resté, ça, depuis des années. Il m'a répondu, détrompe-toi, Nouka. Ce n'est pas un cadeau empoisonné que t'a fait ton père, c'est un véritable cadeau de vie. À l'époque dont je vous parle, il y avait donc dans les Balkans une compagnia de Milieshti qui campait là, une centaine d'individus. Moi, je voulais qu'on continue à parler de mon père et qui, mieux que moi, pouvait en parler. On m'a demandé de faire une soirée et j'ai commencé à raconter des histoires. Et ce fameux ami qui m'avait dit que mon père m'avait fait un cadeau de vie, c'est lui qui m'a dit « Mais Nouka, tu es conteuse ». Quand Lachi a rendu son dernier souffle, il y a eu un moment d'affolement au cours duquel les femmes se sont effondrées en larmes, elles ont déchiré leurs vêtements, elles se sont arrachées les cheveux. Enfin, ça, c'est notre côté oriental. Le calme revenu, elles se sont occupées du corps, qu'elles ont habillé de vêtements neufs. On a placé le cercueil au milieu de la tente avec 2 énormes bougies qui devront brûler pendant 3 jours et 3 nuits. Comme il fait un peu froid dehors, on a allumé un grand feu. De temps à autre, Ripka, le fils aîné, sort, il va au feu, il prend un peu de braise sur un morceau de tôle qu'il ramène dans la tente, il y dépose un peu d'encens et fait le tour du cercueil avec. Comme à l'accoutumée,
tout le monde est là, les hommes, les femmes, les enfants. Les hommes prennent la parole tour à tour pour raconter des histoires. Les femmes servent le thé brûlant, les enfants dorment. Est-ce que c'est vrai que les tziganes ont été tués dans des camps de concentration? On parle beaucoup des génocides juifs, mais on n'en parle pas beaucoup des génocides tziganes. Et pourtant, parce que les juifs, ils ont maintenant un pays qui peut le défendre et peut le faire savoir, mais nous les tziganes, nous n'avons personne pour nous défendre et pour le dire. Alors je pense qu'avec mes faibles moyens et par mes écrits, j'arrive quand même à le faire. Pour un tzigane, tout ce qui restreint sa liberté est prison. Heureux et capable de vivre dans un trou s'il l'a choisi, mais malheureux comme les pierres s'il y est contraint par la force. Si les camps où tu passes, Mathéo, ne sont pas par vocation exterminateurs, le fait qu'ils soient de concentration ou d'internement suffit à les rendre odieux et t'autorise pleinement à les dénoncer comme la pire des choses commises sur toi et les tiens, et à la pire des choses commises par l'homme sur l'homme. Quand on va dans un endroit à Paris qui s'appelle le Souvenir de la Shoah, sur l'île, c'est tout au bout de Notre-Dame. Là, encore une fois, c'est quelque chose qui vous prend les tripes. Il n'y a pas d'endroit comme ça pour les gens du voyage. Il n'y a pas d'endroit comme ça. Et pourtant, il faut savoir que Juifs et gens du voyage se tenaient par la main quand ils entraient dans les fours. Ils étaient ensemble. C'est très difficile, toujours pour un gitan, de parler de son peuple. Parce que ce peuple parle différentes langues, est réparti sur différents pays, et nomade par définition, a été terriblement persécuté pendant la guerre, au même titre que les Juifs, par le régime nazi. Et ça, Mathéo tenait à le rappeler très très souvent. Il n'y a pas que les Juifs, il y a aussi les Tziganes qui ont été victimes d'une tentative d'extermination. Mais on ne peut pas exterminer ce qui bouge sans cesse. C'est impossible. Moi qui suis très très ancré dans une réalité territoriale française, qui est gardée la maison où je suis né, moi qui veux dire je suis né là, parce qu'à l'époque on naissait à la maison, ce serait aussi difficile pour nous de partir dans une roulotte que ça l'eût été pour un Rom de dire voilà, je me mets là et je n'en bouge plus. Il le disait souvent d'ailleurs, Mathéo. Avant la guerre, nous avions 5 à 10 000 endroits en France dans lesquels nous pouvions stationner. Nous pouvions avoir nos voitures tranquillement. Évidemment, la police venait nous rendre visite tout le temps, parce que nous avons des papiers pour cela. À cause de la guerre mondiale, nous n'avons plus les endroits où stationner. Par contre, vous avez, vous, les Français, qui ne sont pas nomades, qui vous dites que vous n'êtes pas nomades, vous avez 10 000 campings pour vous et nous n'en avons pas pour nous. Quand nous partons l'été, on arrive dans des départements où rien n'est prévu. On est un petit peu désolé, mais on est obligé d'arriver un petit peu à la hussarde, de pénétrer sur ce terrain, et seulement après de commencer les négociations. Et de négocier en disant, écoutez, donnez-nous quelque chose, et on part. On vous promet que si vous nous donnez un terrain comme le prévoit la loi, on va partir, on va quitter ce terrain, et on va aller sur le terrain qui doit être prévu dans le schéma départemental. Depuis des années, c'est toujours la même bagarre. Voilà, et surtout qu'on est chassé partout. On est chassé pour chasser, on est repoussé, frappé. Enfin, il y en a un qui nous aime. C'est le Seigneur. Et là-bas, une fois qu'on sera avec lui dans le ciel, avec la grâce du Seigneur, je pense que là, on sera en paix et puis on aura un stationnement. Là, ça sera à nous, ça. On partira à la rencontre vers la patrie céleste. Ce qui nous frappait beaucoup, c'était le goût de la fête. Le goût de la danse, du chant, de la joie. Moi, j'ai des images de Malika, par exemple, une gitane, toujours souriante, était très belle. Elle vivait, elle, en tirant les lignes de la main
dans les bistrots de Pigalle, et aussi d'une autre fille qu'on appelait Jojo le boxeur, parce qu'elle était belle, une belle blonde, mais elle avait le nez un peu écrasé comme un nez de boxeur, je me souviens encore d'elle, et c'était des sourires constants. Et c'était pour nous, c'était comme s'il y avait, dans ce peuple, on peut dire persécuté à cette époque-là, chassé, il est toujours rejeté, il est toujours considéré comme un intrus, comme quelqu'un qui n'a rien à refaire chez nous. Et ce qui nous frappait toujours, c'était cette beauté, ce sourire, cette joie d'être ensemble, et de sauter sur une table et de danser. Une des raisons pour lesquelles je pense qu'il a écrit, c'était non seulement de faire connaître la culture rome, tzigane en général, parce qu'il n'y a pas que les roms, il y a aussi les manouches, les gitans, mais aussi de préserver cette culture dans la mémoire collective des tziganes, pour que plus tard, s'ils avaient la chance de lire ou de redécouvrir ces livres, ils puissent se souvenir qu'eux aussi, ils ont une culture. Je pense que c'était très important pour lui, ça. Pour laisser une trace, une trace. Ce qui me frappe quand je pense à lui, c'est toujours le souvenir de l'errance d'un écrivain qui ne se pose nulle part, qui écrit. Il était né à Barcelone, dit-on, mais on ne sait pas très bien, lui-même ne se souvenait pas très bien des cheminements de son enfance. Et il y a à un moment donné quelque chose qui est un livre qui paraît. C'est comme une pierre stable dans une vie itinérante. Et ça, ça m'avait beaucoup frappé. Et encore maintenant, quand je pense à lui, je me dis qu'est-ce qu'il a dû être heureux d'être l'écrivain gitan, de représenter par des mots, par des phrases, son peuple. Très peu de gens peuvent dire ça. Je suis Rom. J'ai vécu pendant 92 ans et demi comme un Rom. Je vais marcher comme un Rom. Et je vais mourir comme un Rom. Ne me demandez pas comment, je ne sais pas. Mais quand mon temps viendra, Dieu merci. Je suis prêt maintenant. Simplement, je demandais à ma fille, quand je ne serai plus là, de mettre sur ma tombe la fin d'un de mes poèmes que j'aime beaucoup. Ce poème dit ceci. Le monde est un champ. Les tziganes, ce sont des fleurs. Pourquoi voulez-vous couper les fleurs ?